Bon, moi, je pense que l'heure est arrivée pour pouvoir démarrer. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc, merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui est très intéressant, je pense, qui est sur la consultation à distance. Alors, on va parler à la fois des risques et des opportunités de ce nouveau mode de consultation. Donc, j'ai avec moi le docteur Jacques Lucas qui va bien sûr se présenter, qui est le président de l'Agence du numérique en santé et qui a déjà pas mal travaillé sur le sujet de la santé connectée, puisque nous avions fait ensemble un webinaire sur les objets connectés, si mes souvenirs sont bons. Donc, peut-être, docteur Lucas, vous présentez un petit peu sur qu'est-ce qui vous a amené à cette présidence, en fait, à votre intérêt sur ce sujet. Alors, je suis cardiologue, enfin, je suis interniste de formation avec deux compétences, puisque à l'époque, la médecine interne pouvait être exercée avec deux compétences. J'avais donc une compétence en cardiologie et une compétence en néphrologie. En dehors de mon activité professionnelle que j'ai cessée en 2014, j'ai été conseiller départemental de l'ordre, puis conseiller national de l'ordre, et au Conseil national, j'ai été secrétaire général, président de section, premier vice-président du Conseil national, et j'ai été à ce moment-là chargé d'une délégation générale sur le numérique en santé. Et je m'étais donc beaucoup intéressé à la téléconsultation qui a vu le jour en 2009, a vu le jour sur le plan réglementaire en 2009. Et c'est en raison de mon implication sur des sujets numériques lorsque j'étais au Conseil national de l'ordre que, par arrêté ministériel en 2020, alors que j'avais cessé mes activités ordinales, j'ai été nommé président de l'Agence du numérique en santé, où je continue, si je puis dire, à m'intéresser à la téléconsultation, mais cette fois sous un angle des applications, sous l'angle de la sécurité. Donc le cumul en quelque sorte de mes activités antérieures et de mes activités actuelles font que je m'exprime finalement sur la télémédecine, puisque la consultation en distance, c'est la télémédecine. Alors, je vais vous dire tout de suite que la loi, enfin la loi récente, a classé la télémédecine dans le cadre du télésoin, de la télésanté. Et la télésanté, sur le plan réglementaire, comprend la télémédecine d'un côté et les soins de l'autre. La différence, c'est que la télémédecine est exercée par une profession médicale, c'est-à-dire les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, et que le télésoin est exercé par les professions non médicales, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues, enfin tout ce qui constitue les autres professionnels de santé que les professions médicales. Donc, justement, puisque on est là, il y a pas mal de nouveaux termes, finalement, qui sont rentrés dans le vocabulaire de la santé. Peut-être nous expliquer un petit peu ce que recouvrent tous ces termes que vous avez commencé un petit peu à définir entre téléconsultation, téléexpertise et tous ces nouveaux modes de consultation. Voilà, tout à fait. Alors, le contexte réglementaire, avant de venir aux définitions, la télémédecine, la loi définit la télémédecine comme une forme de pratique médicale qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Ce qui veut donc dire qu'il s'agit d'une forme médicale et ça ne peut, une forme de pratique médicale, et ça ne peut donc être exercé pour ce qui concerne les médecins que dans des situations régulières d'exercice. Donc, il faut être inscrit au tableau de l'ordre et on exerce la télémédecine dans le cadre de ses compétences. Les règles déontologiques sont les mêmes. L'acte de télémédecine doit être tracé dans le dossier médical du patient comme l'est un acte de médecine en présence. Il doit y avoir une assurance en responsabilité civile qui couvre cette activité et il faut préciser, c'est un élément très important, que les assureurs en responsabilité civile, dont la MACSF, assurent la télémédecine comme les primes, ce qui veut dire tout de suite, on le comprend bien, que s'il y a des risques en télémédecine, ces risques ne sont pas aggravés par rapport à la consultation en présentiel. Sinon, l'assureur aurait bien sûr
majorer les primes. Alors, il faut bien distinguer la téléconsultation qui met en relation un patient avec un médecin, mais éventuellement, à côté du patient, peut se trouver un autre professionnel de santé, une infirmière, un kiné, enfin un autre professionnel de santé qui assiste le patient. Ce qui est d'ailleurs un élément un peu différent de la consultation en présentiel, où on admet qu'en téléconsultation, il peut y avoir un autre professionnel de santé qui assiste le patient. Et notamment, d'ailleurs, si c'est une téléconsultation en psychiatrie, ça peut également être un psychologue. Donc, le patient et le médecin sont directement en relation par des voies sécurisées. Il faut encore insister sur ce sujet-là parce que ce sont des données personnelles de santé qui circulent, donc par des voies sécurisées au nom du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, mais également au nom de la préservation du secret médical. Alors, la téléexpertise, c'est deux médecins qui échangent des informations entre eux, un médecin qui une expertise, le terme est un peu pompeux, enfin, qui demande l'avis d'un autre spécialiste à distance. Alors, cette téléexpertise, elle peut être différée, c'est-à-dire c'est typiquement un médecin traitant qui va demander à un cardiologue, par exemple, son avis sur un dossier. On est là dans le cadre d'une téléexpertise. Mais ça peut aussi être une téléexpertise en situation réelle, c'est-à-dire que le médecin est au chevet du patient, ou le patient est dans son cabinet, ou le patient est dans une EHPAD, et il va contacter un spécialiste à distance, et c'est une téléexpertise immédiate, si je puis dire. La télésurveillance concerne les pathologies chroniques, et donc c'est le cadre typiquement un patient qui va avoir une pathologie chronique, et il va avoir un dispositif médical qui va surveiller sa pathologie chronique, par exemple tout à l'heure, et les données de cette télésurveillance vont être transmises au médecin qui l'a demandé. Ça peut être un médecin traitant ou un autre médecin, et qui pourra contacter le patient pour adapter, par exemple, les posologies. Alors, on peut prendre typiquement l'exemple du diabète, qui est un bon cas de télésurveillance, puisque le patient va se surveiller lui-même et les données de son évolution vont être transmises au médecin traitant de façon automatique, généralement, pour que, dans des séquences, bien sûr, qui vont être déterminées, le médecin traitant ou le diabétologue puisse contacter ce patient pour adapter la posologie. Un autre exemple de la télésurveillance, ce sont les pacemakers ou les défibrillateurs. Il y a actuellement des pacemakers ou des défibrillateurs intelligents, puisqu'on les appelle comme ça, qui transmettent les données de surveillance, qui est soit situé en France d'ailleurs, soit dans un État membre de l'Union européenne. Ça dépend la marque du pacemaker ou du défibrillateur. Et donc, ce patient est en quelque sorte suivi en permanence, enfin, la prothèse, le pacemaker ou le défibrillateur qu'il a, est suivi en permanence à distance. Et s'il y a un dysfonctionnement, eh bien, le cardiologue ou le centre d'implantation du pacemaker va en être averti. La téléassistance, alors ça a été mis dans le décret qui définit la télémédecine, c'est un médecin qui assiste un autre médecin à distance. Et il peut y avoir ainsi d'ailleurs en téléassistance de la chirurgie assistée, où un chirurgien qui est en train d'intervenir peut être supervisé par un autre chirurgien qui se trouve à distance pour guider un geste, etc. Ou d'ailleurs, assistance, ça peut être un robot qui est mis, parce qu'on va rentrer dans ce monde-là, un robot qui va contribuer à l'intervention et qui va être guidé à distance par un médecin. Fait partie également sur le plan réglementaire de la télémédecine la régulation par les centres 15. Et si je l'ai rappelé ici, c'est que s'il y a une télérégulation par les centres 15, il pourrait également y avoir des télérégulations dans le monde libéral, c'est-à-dire qu'on voit bien actuellement qu'il peut y avoir des demandes
de soins non programmés. Ça va se situer dans ce cadre-là où on peut imaginer tout à fait, par analogie au centre 15, qu'il pourrait y avoir une téléconsultation pour orienter ce patient, pour lui dire ce qu'il faut faire, lui dire bah non, écoutez, ce n'est rien de bien grave, prenez du paracétamol, ou au contraire, je vous envoie une prescription et puis vous me tiendrez au courant dans 48 heures, soit par le médecin traitant, bien évidemment, soit par un médecin qui va intervenir dans un service d'accès aux soins organisé au niveau d'un territoire ou dans une communauté professionnelle de territoire de santé. Alors, il y a également le télésoin, mais je l'ai déjà évoqué, c'est-à-dire… Docteur Lucas, une petite question. Sur la régulation du centre 15, ça se fait généralement par téléphone et c'est quand même assimilé à de la télémédecine. Alors, c'est fait en vidéo. Oui, alors le décret qui fixe la télémédecine a permis effectivement au centre 15 de le faire uniquement par téléphone. Je rappelle que c'est uniquement par téléphone, mais que les bandes de la conversation est enregistrée et les bandes sont conservées. Donc c'est un téléphone quand même enregistré. Il serait peut-être bien que les centres 15 puissent être eux aussi utiliser la visio dans la téléconsultation, dans la régulation des appels au centre 15, mais ça supposerait que le patient soit évidemment devant une caméra, alors qu'il peut s'agir, normalement les centres 15 sont là pour ça, pour résoudre les urgences, et que le patient lui-même serait incapable éventuellement de se connecter. Ce qui est différent de la téléconsultation, où il faut, sur le plan réglementaire, qu'il y ait une vidéotransmission entre les deux protagonistes, le patient et le médecin, pour que l'acte puisse être pris en charge par l'assurance maladie. Et la forme dérogatoire de l'épidémie, Olivier Véran a décidé, à juste titre d'ailleurs, de dire allez, on fait sauter on peut le faire également par téléphone, était lié à l'urgence de la situation. Mais par des temps ordinaires, un appel téléphonique ne peut pas être considéré comme une téléconsultation. Qu'il puisse être rémunéré, c'est une autre discussion. Mais la téléconsultation suppose que l'on entende et que l'on voit le patient, et peut-être même lorsqu'il peut avoir une infirmière ou un autre professionnel de santé dans sa proximité, qu'un certain nombre d'actes puissent être réalisés par cet autre professionnel de santé, la prise de tension artérielle, la pose d'un stéthoscope qui peut transmettre le son, voire l'utilisation guidée d'une échographie qui pourrait transmettre l'image à distance. Donc il faut imaginer que la téléconsultation, elle s'applique évidemment à toutes les spécialités médicales, elle ne s'applique pas exclusivement à la médecine générale. Donc quand sur les exclusions, c'est que le cadre réglementaire est très strict. Ça doit être par, bien sûr, l'oralité, donc l'interrogatoire, en poussant la sémiologie, parce qu'il faut que l'interrogatoire soit particulièrement bien conduit, puisqu'il n'y a pas d'examen clinique, mais de voir le patient, qui est quand même un élément extrêmement important. Alors, je viens de dire, il n'y a pas d'examen clinique, il n'y a pas d'examen clinique classique. Mais on peut tout à fait considérer actuellement, compte tenu de l'évolution des objets connectés, qu'il puisse y avoir un autre professionnel, comme je l'ai dit, au chevet du patient, je pense aux EHPAD en particulier, qui peut utiliser des objets connectés qui vont transmettre les données à distance. Et si ce n'est pas le médecin qui lui-même fera l'examen clinique, il aura quand même des résultats de cet examen clinique pour affiner encore un petit peu plus la précision de son diagnostic. Il faut savoir cependant que les études ont bien démontré que dans plus de 60% des cas, le diagnostic, il est obtenu par les données d'interrogatoire et de la vue du patient.
donc d'une manière globale, hein, bien évidemment, hein, toute discipline confondue. Le diagnostic d'un angor, par exemple, ben, c'est un diagnostic d'interrogatoire, ce n'est pas un diagnostic d'examen clinique. L'examen clinique d'un angor, finalement, n'apporte pas grand-chose. Le diagnostic est fait sur les données de l'interrogatoire. La psychiatrie se prête très bien à la téléconsultation, puisque c'est également des données d'interrogatoire. Toute la dermatologie, ce sont des lésions cutanées qu'il faut examiner. Alors, bien sûr, on peut aussi parfois les palper, mais enfin, très souvent, il faut voir la lésion. Et on a actuellement, avec des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs médicaux, mais avec des smartphones des dernières générations, une qualité de prise d'image qui permet de faire un diagnostic à distance. Les dermatologues, d'ailleurs, la télédermatologie est une discipline qui se développe tout à fait. Mais peut-être y a-t-il déjà des interrogations de la part de mes confrères et consoeurs qui m'écoutent. Apparemment, non, pour l'instant. Pas de questions sur le sujet pour l'instant. Il y a des petites Bon, eh bien alors, pour certains, mais à part ça, non. on peut continuer. Donc, alors, on va peut-être un peu parler maintenant du coup des critères. Je pense que dans les référentiels de bonne pratique que vous allez nous citer, il y a des critères d'éligibilité de ces soins à distance. Il y a des conditions qu'il faut un petit peu respecter pour avoir justement des bonnes informations concernant le patient. Donc, peut-être nous développer un petit peu ce niveau des bonnes pratiques. Alors, la réglementation, et ça, quand j'étais d'ailleurs à l'ordre, nous nous étions battus pour cela, la réglementation ne précise pas les actes qui peuvent être faits par télémédecine par rapport à d'autres actes qui ne pourraient pas être faits par télémédecine. Nous nous y étions opposés, c'est qu'il appartient au médecin de savoir si la situation dans laquelle il se trouve lorsqu'il entreprend une téléconsultation sont compatibles avec la qualité de cette téléconsultation. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans un cadre où l'interrogatoire puisse être fait sans bruit adventice, que le patient, dans toute la mesure du possible, soit détendu, que le médecin aussi, et puis que l'on respecte quand même les conditions du secret médical. Donc, il n'y a pas de... Et la Haute Autorité de Santé a d'ailleurs confirmé cette attitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori d'actes qui puissent être exclus. Mais bien évidemment, le médecin engage sa responsabilité quand il fait une téléconsultation, de même qu'il l'engage lorsqu'il fait une consultation. Et s'il s'aperçoit au cours de la téléconsultation que la situation est telle qu'il ne peut pas résoudre le problème en téléconsultation, il doit bien sûr l'indiquer au patient, arrêter la téléconsultation et fixer au patient la conduite à tenir, qui peut être de lui dire, écoutez, venez demain ou venez même ce soir ou venez même tout de suite à mon cabinet, ça n'est pas possible que je résolve votre problème en téléconsultation, voire même s'il est en présence d'une situation qu'il ressent comme urgente, faire en sorte que le patient soit pris en charge. Et il ne peut pas dire au patient, au niveau des bonnes pratiques, écoutez, non, il ne faut pas, écoutez, voilà, appelez le centre 15, par exemple. Le médecin doit s'assurer que le patient reçoit les soins nécessaires à sa prise en charge. Et donc, il doit lui-même, il est en présence d'une situation qu'il considère comme urgente, appeler le centre 15 pour qu'un moyen médicalisé puisse être envoyé directement au patient. Cela a d'ailleurs donné l'objet à un contentieux. Si un médecin ne s'occupe pas lui-même de veiller à ce que le moyen approprié soit déclenché, il engage sa responsabilité et s'il ne le fait pas, il pourrait bien évidemment être sanctionné. Alors, il y a évidemment des situations, des spécialités ou des situations cliniques, j'ai déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure, qui se prêtent plus que d'autres à la téléconsultation. En médecine générale, on peut dire que tout patient qui est déjà suivi par le médecin, son médecin traitant, son médecin généraliste, est forcément éligible à la téléconsultation, puisque tous les deux se connaissent et que le médecin a déjà un dossier concernant le patient.
Donc, le patient va pouvoir l'appeler soit parce que c'est dans le suivi d'une pathologie et que cette téléconsultation finalement avait déjà été programmée, soit il va l'appeler pour autre chose, c'est un diabétique qui tout d'un coup se sent pas très bien. Bon, il peut appeler son médecin traitant et le médecin traitant va aviser de la conduite à tenir en fonction de ce diabétique qu'il connaît, de sa surveillance glycémique ou des autres symptômes qu'ils vont lui rapporter. Ça peut être, par exemple, docteur, quand je monte mon escalier, je suis un peu essoufflé, je suis un petit peu gêné dans la poitrine. Et le médecin, bien sûr, va lui dire, mais est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous fait mal? Il va dire, non, pas vraiment ça, mais ça me gêne, ça m'oppresse. Bref, on est en présence d'une situation où le patient a pu déclencher un angor, où il est en tout cas, il a un angor d'effort, et manifestement, c'est typiquement une situation où le médecin doit dire à son patient, écoutez, il faut que vous ayez un électrocardiogramme dans un premier temps. Si le médecin traitant fait l'électrocardiogramme, il peut dire bah, venez au cabinet, je vous ferai un électrocardiogramme. S'il n'en a pas ou s'il juge aux manifestations fonctionnelles qu'il faut prendre un rendez-vous près d'un cardiologue, eh bien, il va se charger de prendre le rendez-vous pour le cardiologue, ou il va dire au patient appelez votre cardiologue s'il a un cardiologue qui le suit, ou s'il juge que la situation est particulièrement critique, eh bien, il va lui dire écoutez, j'appelle le 15 et on vous envoie à l'hôpital. J'ai évoqué la dermatologie. C'est une situation clinique qui se prête assez typiquement à la téléconsultation en prenant l'image, en prenant la lésion présentée par le patient en photo. Ça peut être le suivi également de plaies chroniques, de plaies de jambes en particulier. Et parmi les spécialités, on peut mettre, je l'ai déjà évoqué, le cas de la psychiatrie, mais il n'y a aucune spécialité qui échappe à la possibilité de téléconsultation. Mais bien évidemment, il y a des situations cliniques qui ne se prêtent pas du tout à la téléconsultation. C'est pour ça que quand on parle de télémédecine, les détracteurs, si je puis dire, mettent en avant des risques en disant ben oui, mais là, mais bien sûr, si un patient a fait une syncope et qu'il appelle son médecin pour une téléconsultation, le médecin va lui dire mais non, mais c'est pas possible que la téléconsultation ne peut pas résoudre ce problème-là. De même, si c'est une patiente qui a un retard de règles et qui appelle en téléconsultation parce qu'elle a des violentes douleurs abdominales, qu'elle se sent vraiment pas très bien, bref, c'est peut-être une grossesse extra-utérine, ça ne se prête pas à la téléconsultation. C'est des questions d'évidence dans la pratique médicale. Donc, la règle finalement de la bonne pratique, c'est d'ailleurs ce que la caisse d'assurance maladie a dit, ce n'est pas le législateur, elle ne prend en charge, comme vous le savez sans doute, en acte de téléconsultation, que des patients qui sont suivis par le médecin traitant et qui a un dossier. Alors, médecin traitant au sens large, hein, ça peut être médecin traitant au sens de la médecine générale, mais ça peut être, je reprends encore l'exemple d'un cardiologue, d'un neurologue, d'un diabétologue, enfin qu'importe, de spécialité. Les deux, le patient et le médecin se connaissent, puisque le médecin a un dossier. Et donc là, dans ce cadre-là, les téléconsultations sont prises en charge par l'assurance maladie depuis peu de temps d'ailleurs, hein, depuis quelques années seulement, au même tarif que la consultation en présentiel et sans limite finalement de téléconsultation. Et on peut bien sûr alterner pour un patient chronique en particulier des consultations présentielles et des consultations à distance. Le problème se pose dans les bonnes pratiques de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et il y en a quand même actuellement un nombre qui augmente. Parce que le médecin traitant, ou parce que le médecin traitant est débordé, ou tout simplement parce qu'ils n'en ont pas. Le médecin est parti en retraite et il n'a pas de successeur. Donc ces patients-là, ils existent. Et un certain nombre de plateformes, sociétés privées, finalement, ont fait une offre de soins à destination de ces patients. Et on ne peut pas balayer cette offre de soins d'un revers de main en disant non, non, ce n'est pas possible, le parcours de soins, puisque ces patients existent. Donc, ou bien les médecins
peuvent s'organiser avec d'autres professionnels de santé de façon un peu communautaire pour que ces patients puissent être pris en charge en incluant des moyens de télémédecine, mais il faudrait à ce moment-là que le confrère qui va prendre en charge éventuellement le patient ait pu aussi avoir accès à un dossier, au dossier de ce patient. Et c'est là que le DMP, qui, comme vous le savez, va de nouveau être relancé sous une forme totalement différente et beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus pratique, serait bien évidemment très utile, puisque le médecin qui prendra en charge le patient pourra se référer aux données qui ont déjà été inscrites dans son dossier et le prendre donc en charge de façon beaucoup plus efficace. Mais qu'est-ce que c'est sinon une plateforme? Je ne fais pas la promotion des plateformes par des sociétés qui ont une vocation commerciale. Ce n'est pas pour ça que les médecins qui prêtent leur concours ne le font pas dans de bonnes conditions. C'est pas très loin finalement des appels au centre 15, sauf que c'est en dehors de l'urgence. Ça fait partie finalement des soins non programmés ou de l'inquiétude des patients. Et on peut effectivement s'apercevoir que ça aurait bien pu attendre le lendemain. Mais personnellement, je pense que quand les patients appellent, c'est parce qu'ils sont inquiets. Et on peut prendre typiquement l'exemple d'une maman qui a vu d'ailleurs éventuellement un pédiatre le matin pour un de ses enfants. Le pédiatre lui a dit non, c'est pas très grave, enfin bref, vous gardez votre enfant chez vous, je vous donne ce traitement-là, sa fièvre va diminuer, il lui donne des antibiotiques, bon, ça va dépendre bien sûr de la pathologie et du diagnostic. Et quand, à la nuit tombante, l'enfant ne va pas encore parfaitement bien parce qu'il a commencé ses médicaments le matin, et bien typiquement, il y a des appels autour de cette situation. Dans votre pratique, s'il y a des généralistes parmi vous, vous avez pu vous en rendre compte, c'est à la nuit tombante, les parents pour les enfants ou même les gens qui se sentent pas bien vont moins bien parce que le soir tombe. Et donc, il faut bien résoudre cette question. Donc, ou bien ils ont un médecin traitant et ça peut se faire en téléconsultation, ou bien ils n'ont pas de médecin traitant ou le médecin traitant n'est pas joignable, eh bien il faut leur trouver une solution. Soit les médecins s'organisent territorialement lorsqu'ils sont suffisamment nombreux, avec d'autres professionnels de santé qui peuvent contribuer à la prise en charge, ou bien il va y avoir des plateformes. Les avenants à la Convention médicale ont d'ailleurs prévu que lorsque il n'y avait pas de médecin accessible, eh bien l'acte qui a été fait sur ces plateformes pourrait être remboursé et est actuellement remboursé par l'assurance maladie. Donc voilà un peu. Dans votre sens, docteur Lucas, il y a un commentaire là qui est fait par un collègue qui dit qu'il est à Rouen et qu'il voit beaucoup de patients de Paris ou de Caen. Donc, oui, mais parce que en téléconsultation ou en consultation? Je suppose. Qu'est-ce que c'est? Téléconsultation, vous pouvez nous répondre? Ou bien en présentiel? Alors, il n'a pas répondu pour l'instant, mais il va peut-être nous le faire. Non, il n'a pas de réponse pour l'instant, mais il va peut-être... Elle va venir, je répondrai à ce moment-là. On peut peut-être avancer? Alors, oui, donc... quels sont donc... alors, les problèmes, c'est aussi des problèmes d'accessibilité. Vous avez parlé de l'accessibilité aux soins en présentiel du fait des problématiques de désert médical et de difficulté d'avoir certaines spécialités. Mais il y a aussi des difficultés d'accessibilité, la télémédecine aussi. Alors, pour les professionnels, leurs équipements et surtout, on avait interrogé des collègues là, qui se plaignaient d'avoir été lancés dans la télémédecine sans formation et comme ça de but en blanc. Donc, quelles sont les problématiques qui se posent à la fois pour les professionnels et pour les patients, parce que je suppose que là aussi, il y a des freins, il y a l'âge, il y a l'équipement du patient. Comment ça évolue, ça, au niveau national? Tout à fait. Alors, le premier problème de l'accessibilité à la télémédecine, c'est d'abord la couverture Internet de la France entière. Il y a encore des zones blanches qui ne sont pas accessibles. Le réseau est à débit insuffisant pour faire une téléconsultation du patient, du domicile du patient, par exemple, au cabinet médical. C'est un vrai problème. Il y a actuellement, mais le secrétariat d'État au numérique fait en sorte que la France puisse être, l'ensemble de la France
puissent être fibrés et que bientôt la 5G va couvrir l'ensemble du territoire. Bon, il faut l'espérer, pas uniquement d'ailleurs pour la télémédecine, parce que ça rend les zones, les déserts médicaux, comme on les évoque, ne sont pas que médicaux, ce sont des déserts généraux. C'est d'ailleurs pour ça que les médecins ne s'y installent pas particulièrement. Donc, c'est la couverture du réseau. Mais lorsque le réseau est présent, il faut encore que les professionnels soient équipés. La solution, alors d'abord la formation, j'en parlerai après. Que les professionnels soient équipés. Je pense maintenant qu'on ne peut pas demander à chaque professionnel de se bidouiller lui-même son propre réseau, rien ne l'empêche. Hein. Mais ce sont souvent des sociétés prestataires qui vont envoyer aux médecins, enfin qui vont permettre aux médecins, plus exactement, d'envoyer au patient un lien auquel le patient se connectera. Un peu finalement que ce que l'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un endroit, on n'a pas reçu un lien, mais on aurait pu avoir un lien et on se connecte et à ce moment-là, le patient rentre dans la salle d'attente virtuelle du médecin, le médecin en est informé et va le rejoindre. Typiquement, moi j'ai des amis psychiatres comme ça qui font. Ils suivent des patients à distance, la téléconsultation elle est programmée, donc là du coup ça ne répond pas à une situation d'urgence. Le patient qui est suivi pour un état dépressif reçoit un lien de connexion, clique sur le lien et il rentre dans la salle d'attente virtuelle. Le médecin est averti et il se connecte. Les éditeurs de logiciels vont bien sûr le faire et de faire en sorte que dans leur logiciel, il y en a d'ailleurs un qui le fait déjà, dans leur logiciel, le logiciel est programmé pour que ce soit très facile de faire une téléconsultation. Il suffit de cliquer sur le bouton. Et d'ailleurs, quand on prend un rendez-vous près de ce médecin-là, on va même vous demander assez souvent, si vous avez été regardé, si vous voulez un rendez-vous en présence ou si vous voulez un rendez-vous en téléconsultation. Et ça marche très bien. Donc le problème, là, il est informatique. Et bien évidemment, le lien envoyé, il est parfaitement sécurisé, ça se passe sur une plateforme sécurisée où normalement il ne reste rien. C'est-à-dire que c'est un échange qui s'est fait entre le médecin et le patient, mais lorsque cet échange a eu lieu, il ne reste pas d'éléments matériels sur la plateforme. Donc on peut échanger aussi des documents sur ces plateformes. Pardon ? On peut échanger aussi des documents. Oui, on peut bien sûr, avec ces plateformes, échanger des documents et à la fin de la consultation, on peut même recevoir une ordonnance signée électroniquement et qui peut donc être donner lieu à la dispensation de médicaments. C'est comme ça, je pense, que ça va se passer le plus souvent dans le parcours de soins en tout cas. Les logiciels vont être équipés, les postes de travail, pardon, les logiciels vont évoluer pour permettre d'envoyer des liens, mais il peut aussi y avoir des prestataires qui n'éditent pas de logiciel et qui tout simplement enverront un lien de connexion. Il y a plusieurs plateformes, je vais en citer une, mais je ne fais pas de promotion pour elle, mais Care, par exemple, d'une part fait des téléconsultations en tant que plateforme, comme je les ai évoqués tout à l'heure, mais il peut également ouvrir son espace sécurisé aux médecins pour que, et puis il y en a plein d'autres qui sont des plus gros ou des plus petits, pour que le médecin et le patient se retrouvent dans une salle d'attente virtuelle sécurisée. Donc il faut que les professionnels soient équipés, mais c'est assez simple finalement. Ou bien ils souscrivent un abonnement près d'une plateforme, ou bien leur éditeur leur fait payer finalement un équipement informatique à partir duquel ils pourront faire leur téléconsultation. Il faut d'ailleurs qu'ils vérifient bien sûr, dans le dispositif contractuel que l'éditeur, bien sûr, s'engage contractuellement à ce que les données personnelles de santé ne restent pas sur la plateforme ou que si elles restent sur la plateforme, que cette plateforme soit agréée hébergeur de données de santé, conformément à la réglementation. Alors, faut-il une formation ?
la réponse, elle est à la fois, c'est une réponse de Normand, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a acquis, enfin, on est docteur en médecine, on sait bien finalement quelles sont les limites de l'exercice. C'est surtout ça, c'est connaître ses limites. C'est d'ailleurs à ça, je crois qu'on reconnaît ce que l'on appelle un bon médecin, quelle que soit la spécialité de médecine générale, de neurologie, de cardiologie, de psychiatrie, il faut connaître ses limites. Donc en télémédecine, il faut aussi connaître ses limites. Où il faut probablement porter l'attention, c'est que l'interrogatoire tient vraiment une place extrêmement importante. Alors que quand on est en pratique en présence, très souvent on commence l'interrogatoire par un interrogatoire, mais on continue l'interrogatoire en ayant déjà commencé l'examen clinique, l'examen physique finalement du patient. Là, comme il n'y aura pas d'examen physique, il faut vraiment pousser l'interrogatoire, comme finalement ça se passe dans les centres de régulation. Dans les centres de régulation 15, c'est vraiment, ou dans les centres, ou sur les plateformes, hein, ça revient au même, ou un confrère qui fait, une consoeur qui fait des téléconsultations, même pour des patients qu'il ne connaît pas, il faut vraiment que l'interrogatoire soit poussé et qu'il y a une sémiologie probablement qui se dégagera de façon progressive. Alors, nous avons activé au niveau de l'agence et avec la Direction générale de l'organisation des soins et les conseils nationaux des différentes spécialités, pour la médecine générale, donc le collège de la médecine générale, l'idée d'élaborer en quelque sorte des fiches réflexes qui seraient en quelque sorte des bonnes pratiques, mais dans des situations concrètes. La haute autorité, sinon, a déjà émis un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques qui se retrouvent à travers mes propos. Mais des choses beaucoup plus concrètes. Par exemple, une infection, des signes de cystite chez une femme qui est habituée finalement à avoir des cystites assez fréquentes, enfin le cadre, le contexte finalement est bien prévu. L'examen clinique n'apporte pas grand-chose dans ces situations-là. Il y a même des traitements minutes. Donc ça peut se prêter à une téléconsultation. De même que dans le suivi, par exemple, d'un insuffisant cardiaque modéré, ça se prête à une téléconsultation s'il se pèse régulièrement afin de vérifier qu'il n'y a pas de rétention d'eau. Voilà, si on peut l'interroger activement sur l'importance de sa dyspnée, sur le nombre de pas qu'il peut faire sans être essoufflé, voilà ce qui va se faire. Alors, pour les patients, il y a également des problèmes d'accessibilité à la télémédecine. Alors, il faut qu'ils aient Internet, il faut bien qu'ils puissent se connecter avec un ordinateur ou un dispositif portable. L'âge, parfois, ou plus, il faudrait peut-être parler plus du degré d'autonomie d'ailleurs que l'âge, parce qu'il y a des personnes très âgées qui sont encore parfaitement autonomes physiquement et intellectuellement. L'important, c'est le degré de l'autonomie et l'existence, vous le savez, de l'électronisme qui fait encore qu'une grande catégorie de la population française, que l'on estime à plus de 10%, ne sont pas encore familiers avec le maniement des outils numériques. Il faut dire que ce n'est pas toujours très simple pour se connecter. Et c'est pour ça que les aidants, d'une part, les autres professions de santé, comme je l'ai dit, mais il peut également y avoir des aidants familiaux ou des aidants professionnels qui vont pouvoir faciliter la connexion. Alors on dit généralement à ce moment-là, ah ben oui, mais le secret médical. Là encore, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que l'aidant du patient, bon, il faut s'assurer que ce n'est pas un pervers, bien évidemment, qui est venu pour aider la... Mais ça, on ne vous le reprochera pas si vous ne l'avez pas découvert. Il peut y avoir des causes où, effectivement,
la situation peut être délicate à gérer parce que le secret médical peut être mis en cause s'il y a une personne tierce qui est aux côtés du patient. Enfin, il faut bien savoir quand même aussi, c'est le médecin qui ne doit pas transgresser le secret. Mais au niveau des aidants, dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, les aidants en particulier, là, si on est dans les secteurs un peu plus défavorisés, de patients qui ne sont pas autonomes, ils ont tout le temps quelqu'un à côté d'eux. Donc, ils ont un secret aussi partagé avec leur aidant. Il ne faut pas se fantasmer sur cette idée-là que le médecin pourrait être poursuivi parce que, par son attitude, il aurait permis une violation du secret médical. On peut être mais il faut aussi ne pas appliquer les règles qui serait un manque d'empathie, pourrait-on dire, parce qu'on dit ah ben non, non, moi je veux pas qu'il y ait des dents. Alors si vous voulez pas qu'il y ait des dents, ce qui peut se comprendre, eh ben, il ne faut pas faire de téléconsultation dans une situation pareille. C'est au médecin de l'apprécier. Mais dans le plus grand nombre, on voit bien que dans les EHPAD, alors dans les EHPAD, ce seront des infirmières, ce sont soignantes, hein, compte tenu de la réalité des situations. Et les aides-soignants voilà, ça fait partie de la vie réelle. Alors, quand on fait des exposés, on dit ah oui, il faut le secret médical, etc. Dans la vie réelle, il faut bien évidemment le respecter. Je ne vais pas dire le contraire, alors que j'ai un long passé ordinal. Mais enfin, ce n'est pas non plus un dogme absolument. C'est un dogme, pardon, c'est une doctrine, il faut le respecter, mais il ne faut pas que le respect du secret médical aboutisse finalement à traiter les gens de façon qui ne serait pas très humaniste, quoi. Alors, j'ai deux questions, là, si vous voulez bien, on va les prendre parce qu'elles me paraissent intéressantes. Donc, il y a une première question, je pense que c'est un médecin anesthésiste qui la pose. En présentiel et pour l'anesthésie, celui-ci les appelle alors, pour une consultation au téléphone, donc pour les patients jeunes, avec des chirurgies pour l'esthétique, et souvent à titre gracieux. Et donc, qu'est-ce que elle vous vous pose la question de savoir ce que vous pensez de ce type de consultation au téléphone en pré-anesthésie, en fait. C'est ça la question, je pense. Et la deuxième Oui, question. alors la Société française d'anesthésie fait actuellement, a développé un système de téléconsultation pré-anesthésique. C'est-à-dire que quand on va subir ou bénéficier d'une intervention chirurgicale, jusqu'à présent, on demandait aux patients, avant la consultation elle-même, de remplir un questionnaire. Ça va dépendre évidemment de l'intervention. Et si c'est une intervention répétitive ou itérative, je pense par exemple à un changement de sonde urinaire double J qui a été mise pour un obstacle rénal, le patient est déjà connu, il faut lui changer sa double J, eh bien ça peut se faire en téléconsultation pour l'anesthésiste. De même que l'anesthésiste va appeler le patient avant son anesthésie, mais il ne peut pas le faire par téléphone, puisque la réglementation lui impose actuellement qu'il y ait une visio. Donc il peut échanger avec le patient, il aura pu demander à son patient d'aller voir son médecin traitant auparavant, de lui avoir pris sa tension, voilà, d'avoir procédé à un examen clinique que le médecin, bien sûr, généraliste, va facturer avec la demande des honoraires et qu'il transmettra au médecin anesthésiste. Donc, c'est au médecin anesthésiste d'apprécier la balance bénéfice-risque, parce qu'on est toujours comme ça finalement dans une situation médicale et en matière de téléconsultation, quel est le bénéfice par rapport au risque. Si le risque de l'anesthésie est un risque commun, je veux dire qu'il n'y a pas de problème particulier, eh bien c'est un bénéfice de faire une téléconsultation, une vraie, hein, pas uniquement par téléphone. Puisque à ce moment-là, le patient aura gagné du temps, il aura vu quand même l'anesthésiste qui va l'interroger, en sachant d'ailleurs que ce n'est pas forcément celui-là qui procédera à l'anesthésie, et il y aura un acte dans le dossier, hein, en matière de responsabilité civile qu'il faut toujours avoir en mémoire. C'est vraiment médical qui impose que le dossier médical comporte la trace de cet acte.
Alors, la deuxième question qui est posée, c'est un problème plus de financement finalement. La question est, n'y a-t-il pas une contrainte de territorialité qui empêche le remboursement des téléconsultations réalisées par des plateformes, même en cas de médecins traitants non accessibles? L'idée générale de cette contrainte était que, effectivement, sur le territoire, le patient qui a été vu en téléconsultation par une plateforme puisse ensuite retrouver finalement un parcours de soins dans le territoire. Donc, il fallait territorialiser les plateformes. C'est bien, moi je suis tout à fait favorable. Personnellement, je pense que les communautés professionnelles de territoire de santé, à condition que ce ne soient pas non plus des communautés géantes qui ne seront pas au niveau de la proximité, peuvent résoudre ces difficultés et donner un autre sens finalement à la pratique de la spécialité de médecine générale dans le cadre finalement d'une équipe de soins, en faisant intervenir les autres professionnels de santé. Et que le médecin, alors il passera du temps en téléconsultation, bien sûr, mais ça peut être un temps qui peut être bénéfique s'il y a une organisation interne qui fait qu'il va y avoir, par exemple, un médecin de la communauté professionnelle qui, tous les lundis, fera des téléconsultations, un autre tous les mardis. Enfin, il faut qu'il y ait une organisation territoriale, ce qui va donner de l'air, une bouffée d'air. Ça ne se mettra pas en place, évidemment, du jour au lendemain. D'abord, un certain nombre de médecins sont assez réticents par nature à rentrer dans une communauté professionnelle de territoire parce qu'on perd un peu de sa liberté. Moi, personnellement, je pense qu'on gagne de la liberté en s'associant parce qu'on dégage davantage de temps pour soi-même, donc de la liberté, mais d'autres ne veulent. Bref, ce qui se comprend aussi très bien, hein, de ne pas vouloir se fondre finalement dans un ensemble. Dans ces situations-là, il est impossible que, concrètement, les maires sont actuellement assaillis de demandes de la part de leurs administrés pour qu'ils trouvent des médecins. Ils ne trouveront pas de médecins. On n'aura pas un médecin qui s'installera dans chacun, même si la démographie était favorable, qui irait s'installer tout seul dans un petit village. Ce n'est que par des exercices regroupés que cela peut fonctionner. Néanmoins, dans ces petits villages, il y a des patients. Il y a même des maires actuellement qui achètent des cabines. Vous avez dû entendre parler de ces cabines. Alors, ces cabines, ce sont des dispositifs médicaux. La sécurité sur le plan technique, elle est parfaitement respectée. Enfin, l'humanisme, on peut dire, dans une cabine, je ne parle pas de l'implantation d'une cabine dans un centre commercial, ça peut être fait chez les pompiers ou dans une salle prêtée par la mairie, mais la consultation, les personnes vont aller dans cet endroit-là. Alors, dans une cabine, moi je trouve que c'est humaniser la relation, mais ça peut être dans une pièce où il va y avoir une infirmière, ça existe déjà, hein, une infirmière qui accueille le patient, qui est astreinte au secret professionnel, je le rappelle, hein, parce qu'on dit, et le secret médical, le personnel soigne, tout le personnel des professions de santé sont astreints au secret. Les infirmiers et infirmières ont un code de déontologie qui leur rappelle qu'elles doivent respecter le secret médical. Mais les données, elles vont partir à distance. Donc, je crois que le vouloir contraindre par le fait que l'acte ne serait pas remboursé si le patient n'était pas intégré dans la territorialité ensuite, l'idée est louable, mais c'est un moyen détourné finalement pour éviter que les plateformes, qu'on appelle commerciales, parce que, bien sûr, mais le médecin va avoir son éditeur ou va contracter une société pour qu'elle ait un lien, il va payer lui aussi pour ça. Donc, il faut bien qu'il récupère sur son investissement. Enfin, les plateformes commerciales, elles peuvent quand même apporter dans des situations très concrètes sur certaines zones des solutions. Et d'ailleurs, il y a des patients qui sont même prêts à payer, même si ce n'est pas remboursé. Il faut voir les choses aussi. Mais ces patients-là, ils se trouvent souvent dans les milieux urbains et eux, c'est par commodité qu'ils veulent aller
préfèrent payer une plateforme qui va leur demander finalement un acte qui ne va pas être très différent de l'acte remboursé par l'assurance maladie, et ça leur évitera d'aller faire des heures d'attente dans un service d'urgence où finalement on leur dira vous n'avez rien, rentrez chez vous et prenez du paracétamol. C'est ça la réalité de la situation. Et que c'est politiquement très difficile à gérer. On voit bien que les organisations syndicales de médecine libérale, bien sûr, elles disent et je les comprends très bien, elles disent qu'il ne faut pas qu'il y ait ces plateformes commerciales qui viennent ubériser la médecine, et le Conseil national de l'ordre le dit également, et j'avais contribué moi d'ailleurs à faire des papiers, des articles sur ce sujet-là, mais il faut également se rendre à l'évidence, il y a actuellement un problème d'accès aux soins. La téléconsultation peut résoudre, et si les médecins ne s'organisent pas avec les autres professionnels de santé sur un territoire, eh bien ils seront remplacés par des plateformes. Alors, on va avancer parce que l'heure tourne. On va parler alternativement des risques, et puis on a déjà un petit peu parlé, et puis des bénéfices finalement de ces nouvelles pratiques médicales. Donc, les risques, on a parlé un petit Alors, les risques, on les a déjà évoqués. Le risque clinique, ben, c'est que l'acte ne se prête pas, bien sûr, à la téléconsultation, et par conséquent, il faut arrêter la téléconsultation. Le risque juridique, il n'existe pas, puisque finalement, je vous ai dit que les compagnies d'assurance en responsabilité civile, elles couvraient la téléconsultation à condition que celle-ci soit exercée dans le cadre prévu par la réglementation, bien évidemment. Et puis, la qualité de la relation avec le patient, alors on dit souvent ça déshumanise la relation. Moi, je m'inscris en faux contre ça. Bien sûr, il peut y avoir des patients qui sont particulièrement tactiles et qu'ils auront l'impression qu'une téléconsultation, ce n'est pas une consultation. Ces patients-là, ils vont le faire une fois, puis ils ne reviendront pas. J'ai eu l'occasion pendant la pandémie de voir dans le cas de situations de diabétiques, eh bien, les diabétiques suivis en téléconsultation ont estimé que la relation avec le médecin était améliorée. C'était un médecin qu'ils connaissaient, qu'il soit diabétologue ou généraliste, parce qu'ils avaient davantage de temps. Ce qui amène à penser d'ailleurs que la téléconsultation, contrairement à ce que l'on pense, peut prendre davantage de temps qu'une consultation physique, et que c'est une interrogation que les organisations professionnelles représentatives devraient prendre en considération. J'entends une téléconsultation menée avec une grande rigueur, comme une téléconsultation menée avec la même rigueur, c'est-à-dire qui ne dure pas 5 minutes simplement. Donc, mais il peut y avoir, bien sûr, des risques. Moi, je pense qu'il faut plutôt mettre les bénéfices en avant que les risques, mais il faut sous-peser les deux. Alors, vous semblez en fait dire que quelque part, la téléconsultation va réinstaurer le dialogue entre le médecin et le patient. Eh bien, ça peut, de même, ça peut, oui, ça peut. En psychiatrie, par exemple, un certain nombre de psychiatres considèrent que le patient en téléconsultation, comme il reste dans son milieu habituel, eh bien, il n'est pas stressé que comme quand il vient dans le cabinet du psychiatre. Alors, les bénéfices vus du côté médecin, je l'ai déjà un petit peu dit, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes médicaux qui sont des actes médicaux courants, je ne dis pas banaux, qui sont des actes médicaux courants. Bon, on sait bien que derrière un acte courant, il peut se cacher quelque chose de nouveau, et que je ne pense pas que le patient doive être suivi uniquement en téléconsultation. Il faut alterner des téléconsultations et des consultations en présentiel. Ce qui peut être un bénéfice, c'est que si on a cette alternance, eh bien la téléconsultation, en particulier chez les personnes âgées, elle peut durer moins longtemps parce que tout simplement, la personne n'a pas besoin de se déshabiller. On sait que les personnes âgées, pour se déshabiller, ça prend parfois beaucoup de temps. Enfin, donc, il y a des côtés bénéfiques du côté du médecin. Vu du côté du patient, eh bien, ça lui évite un déplacement qui peut être inutile, si c'est simplement pour, non pas renouveler une ordonnance, comme on dit, c'est une consultation de renouvellement d'ordonnance, mais
quand on renouvelle une ordonnance, on fait un minimum quand même d'interrogatoire. Ou s'il s'agit d'un hypertendu, on lui a dit avant, prenez votre tension à domicile et vous me direz combien de tension vous avez. On sait bien d'ailleurs que la tension prise à domicile par un autotensiomètre en prenant 3 mesures et en faisant la moyenne est souvent meilleure qualité que la pression prise au cabinet où il peut y avoir un effet blouse blanche. Donc ça peut éviter des déplacements, ça peut éviter pour des personnes âgées dépendantes une désorientation parce que là encore elles sont extraites de leur milieu. Sous l'angle de régulation, prise encore en compte, là, hein, non pas forcément par les centres 15, à mon avis, hein, mais par des communautés, vous allez dire que là, du coup, je fais la promotion des communautés professionnelles, mais oui, je le fais parce que je crois que l'exercice de la médecine se fera de plus en plus en exercice d'équipe de soins, ce qui d'ailleurs rendra aux médecins la qualité de faire effectivement son cœur de métier, c'est-à-dire qu'il y a de faire un diagnostic, de fixer une conduite à tenir et de fixer tout ça dans la durée. Enfin, on est vraiment dans la prise en charge au long cours finalement d'une personne, même quand il ne s'agit pas d'une pathologie chronique. Avant recours aux établissements de santé, donc ça redonne à la médecine libérale d'une manière générale à condition qu'elle veuille bien s'en saisir, hein, parce que les établissements, eux, ils vont développer, bien sûr, des processus de télémédecine, de téléconsultation. Et puis, sous l'angle médico-économique, eh bien, globalement, devenir moins cher à la solidarité nationale dès lors où un certain nombre de transferts de patients ne s'avéreront pas utiles si ça peut être fait en téléconsultation. Donc, il y a des bénéfices, mais il ne faut pas, bien sûr, quand on dit sous l'angle médico-économique, on dit, bah oui, mais voilà, ils vont faire des téléconsultations parce que ça coûte moins cher et c'est une médecine au rabais. La réponse est non, ça peut très bien ne pas être une médecine au rabais, ça dépend de la façon dont on l'exerce. D'ailleurs, le tarif pour la téléconsultation, il est le même que celui d'une consultation présentielle ou il est différent? Non, le tarif est le même. D'accord. Donc, alors, on arrive vraiment tout à fait au bout. Donc, en conclusion, quel est l'avenir de la téléconsultation? Et puis, peut-être quelques conseils que vous donneriez aux collègues qui se lancent ou qui font déjà de la Moi, je téléconsultation. pense que la téléconsultation a un grand avenir, d'abord parce qu'elle a commencé bien avant qu'on en parle. Tous les médecins, on passe un temps important d'ailleurs au téléphone à donner des conseils, des avis. Alors, ce ne sont pas des téléconsultations, mais ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, le code de déontologie médicale, qui est un code dans le code de la santé publique, dit que le simple avis ou conseil donné par téléphone ou correspondance ne peut pas donner lieu à honoraire. Cette formule un peu lapidaire, à mon sens, est un petit peu excessive. Donc, peut-être faut-il prendre en charge aussi par simple téléphone les avis, les adaptations de traitement. Enfin, il faudrait là aussi, mais que l'on pourrait appeler du téléconseil téléphonique, mais qui du coup n'aurait pas la valeur d'une téléconsultation, bien que cela engage la responsabilité du médecin qui dit par téléphone augmenter la posologie du Lasix, augmenter la posologie du traitement anticoagulant, il engage sa responsabilité. On a bien vu avec la pandémie que la téléconsultation, les médecins se l'étaient quand même rapidement approprié. Bon, c'est vrai dans un cadre très, très spécifique, mais ils ne l'ont pas complètement abandonné. C'est-à-dire qu'il y avait au début un certain nombre de confrères qui étaient vraiment tout à fait opposés, je dirais, par tradition à la télémédecine. Et puis, le bon sens, voilà, c'est que quand on n'est pas familier avec une pratique, on a tendance, bien sûr, à considérer qu'elle est risquée. Et lorsque l'on a, quelle qu'elle soit, j'imagine d'ailleurs que poser un dispositif intra-utérin pour un médecin généraliste ou pour n'importe qui, le premier dispositif que l'on pose, on a peur de le faire. Donc, la téléconsultation pouvait initialement susciter des appréhensions au point qu'on disait oh ben non, c'est pas bien, il faut interdire ça. Enfin, il faut interdire quoi? Les téléconsultations, elles existent dans beaucoup de pays. Elles apportent d'ailleurs dans les pays
que l'on appelle en voie de développement, beaucoup de solutions, hein, puisque eux, du coup, ils n'ont pas de solution. Et la télémédecine apporte, dans les pays d'Afrique noire en particulier, et dans les pays du Maghreb aussi d'ailleurs, beaucoup de solutions pour la prise en charge d'une population dispersée sur des étendues considérables, hein. Le Québec, alors qu'il n'est pas du tout un pays en voie de développement, mais qui est un pays euh, avec des grands territoires, l'Australie également, développe bien évidemment la télémédecine et il n'y a pas un indice de mortalité beaucoup plus élevé dans ces pays-là. Donc la téléconsultation, elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir en lien avec le télésoin, puisqu'il y a également des pratiques. Alors, il ne faut pas se méprendre, hein, il ne nous reste plus que beaucoup de temps, mais l'infirmier qui assiste un patient qui va faire une téléconsultation avec un médecin, ce n'est pas du télésoin. Ça, c'est un acte infirmier qui n'est pas le cadre du télésoin. En revanche, un infirmier qui va surveiller une jambe, par exemple, une plaie de jambe, sans forcément faire revenir le patient à chaque fois à son domicile, puisqu'un acte a été prescrit, ça peut être un télésoin. Un exemple encore plus parlant que l'acte infirmier, c'est la kinésithérapie de rééducation. Il peut y avoir une kinésithérapie de rééducation avec un écran interposé où le masseur kinésithérapeute va guider le patient en lui demandant de faire des gestes de rééducation. Donc, il n'y a pas encore c'est pas beaucoup développé, un petit peu en kinésithérapie, justement, dans la rééducation, mais en pratique infirmière, on va bien voir quelles sont les pratiques qui vont pouvoir se développer. Alors d'ailleurs, ce n'est pas des infirmières, mais des sages-femmes ont fait beaucoup de préparation à la naissance en téléconsultation. Exactement, c'est également un bon exemple, oui, tout à fait, vous avez raison de le signaler, la préparation à la naissance par les sages-femmes peuvent être faites en téléconsultation. Et alors, quand on me dit que ça déshumanise, moi je ne suis pas d'accord du tout. Moi, il se trouve que mes enfants sont un peu dispersés. J'ai eu un fils à un moment donné qui était à Mayotte avec des petits-enfants, donc on faisait des FaceTime régulièrement ou des Zooms, enfin on se voyait à distance, si bien que quand mes petits-enfants revenaient en métropole, eh bien ils me reconnaissaient leur grand-mère également et couraient vers nous comme s'ils nous avaient vus la veille. Enfin, ils étaient contents de nous tripoter, de nous toucher, et nous aussi, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas eu ça, eh bien, on aurait pu être un peu des étrangers pour eux. Donc, je ne crois pas que ça déshumanise. Ça dépend comment, encore une fois, l'outil est utilisé. Très bien. Bah, écoutez, on est arrivé au bout de notre conférence. Donc, merci, docteur Lucas, pour ces éclairages qui ont été vraiment contributifs. J'espère que ça incitera aussi nos collègues à avoir moins peur peut-être ou à développer davantage ce mode de médecine. Et on est rassuré sur le fait que ça ne déshumanise pas la relation avec le patient. Donc, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont en ligne, merci d'être restés jusqu'à la fin avec nous. Ce webinaire est enregistré. Donc, si vous souhaitez le revoir ou si vous souhaitez le diffuser à d'autres collègues, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Il sera disponible d'ici une huitaine de jours sur le site de la prévention médicale. Donc, on vous remercie à tous et puis je vous souhaite donc une bonne soirée et peut-être à l'année prochaine pour un nouveau webinaire. Merci, bonne fin d'année à tous et puis tous mes voeux pour votre vie professionnelle et votre vie privée. Au revoir.